Afrique Média. Le monde, c'est nous. La Russie et l'OTAN, Vladimir Poutine met en garde Joe Biden. Réplique, les États-Unis ont promis il y a quelques jours de défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN après la déclaration de rattachement par la Russie de 4 régions en Ukraine et imposer en représailles une nouvelle salve de sanctions contre Moscou tout en s'engageant à fournir à Kiev de nouvelles armes. L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. Et le président russe Vladimir Poutine ne nous effraiera pas, c'est ce qu'a affirmé Joe Biden. Lors d'un discours à la Maison-Blanche, le président américain s'est ensuite adressé directement à son homologue russe, pointant son doigt vers la caméra en mettant en garde contre toute attaque des pays de l'OTAN. L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN, a martelé Joe Biden. Selon vous, jusqu'où ira ce bras de fer entre la Russie et l'OTAN? On en parle en sujet principal dans cette édition de Géopolitique internationale. Et puis, il avait annoncé être ouvert à de nouveaux partenaires. Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, et le voilà mis en garde contre le groupe paramilitaire russe Wagner. Vous l'aurez compris, on reparle donc dans Géopolitique cette fois-ci de ce sujet qui concerne le pays des hommes intègres, les États-Unis, qui mettent en garde le nouveau gouvernement de transition au Burkina Faso contre le groupe russe Wagner. Comment comprendre cette mise en garde mieux, cet avertissement des États-Unis au Burkina Faso? On en parle, mieux on en reparle, alors que le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, a désormais les pleins pouvoirs de président du Faso, chef suprême des armées, garant de l'indépendance de l'État et de la justice, ainsi que de bien d'autres prérogatives telles qu'il en ressort de l'acte fondamental du MPSR, dont la teneur a été rendue publique par le capitaine Farouk Azaria Sorgo, dont la soirée de mercredi sur la télévision nationale burkinabé. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans cette édition de Géopolitique internationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Géopolitique internationale sur la télévision panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux à nous regarder. Le conflit en Ukraine semble concerner la Russie et l'OTAN avant toute chose. Mieux, la Russie et Washington, la Russie et les États-Unis. Le président américain Joe Biden a promis il y a quelques jours de défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN après, vous le savez, on s'en souvient encore, la déclaration du rattachement par la Russie des 4 régions en Ukraine et imposer en représailles une nouvelle salve de sanctions. L'un met en garde, l'autre réplique à chaque fois. Comment comprendre ce bras de fer finalement sans fin entre Moscou et Washington, ou si vous voulez, Moscou et l'OTAN, dont le conflit ukrainien? On en parle avec nos analystes, nos experts ce matin dans le cadre de cette édition. Gamal Abina, que nous avons le plaisir d'accueillir, de recevoir. Il est encore avec nous ce matin dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Bonjour à vous, cher Gamal Abina. Merci de nous retrouver en direct. Bonjour et merci pour l'invitation, encore une fois. C'est nous qui vous remercions, Gamal Abina. À vos côtés, Michel Collomb, journaliste, écrivain, fondateur du journal Investigation, qu'on n'a plus besoin de présenter. Michel Collomb, bonjour à vous, bienvenue, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Je précise aux téléspectateurs que vous publierez dans les semaines à venir un ouvrage intitulé « Ukraine, la guerre des images ». Bienvenue à vous, Michel Collomb.
Merci. Voilà. Tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet, chers messieurs. Alors, on parle de ce que certains appellent déjà la guerre sans fin entre les États-Unis et la Russie, ou précisément entre la Russie et l'OTAN. Comment comprendre ce bras de fer qui s'est installé progressivement dans le cadre du conflit ukrainien? Alors, je vais commencer avec vous, Michel Collomb. Il y a quelques semaines, on a écouté le président Joe Biden marteler, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, qu'il avertit, qu'il met en garde. Il a dit que chaque centimètre du territoire de l'OTAN, justement, sera protégé et qu'ils ne permettront pas à ces pays de l'OTAN que le président russe fasse du mal à quelques pays, que ce soit dans le cadre de ce conflit en Ukraine. Comment, finalement, vous analysez ces multiples mises en garde ou avertissements du président Joe Biden à l'endroit, bien sûr, de son homologue russe Vladimir Poutine? Par rapport à ce qu'il a dit, Biden, d'abord, il faut faire remarquer que l'Ukraine n'est pas encore membre de l'OTAN. Ensuite, que quelqu'un qui n'est pas suspect d'être anti-impérialiste ou anticolonialiste comme Henry Kissinger a dit que ce serait une grave erreur d'accueillir l'Ukraine dans l'OTAN et que l'Ukraine doit rester neutre comme un pont entre l'Est et l'Ouest. Donc, il faut s'interroger, au-delà des paroles de Biden, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? D'abord, ce n'est pas Biden lui-même qui décide tout cela. Le président des États-Unis, c'est quelque part un employé, c'est un porte-parole d'un système global, d'un système collectif qui est dirigé par des multinationales. Et là, je pense que ces gens-là ont décidé, la majorité, pas tous aux États-Unis, Kissinger par exemple, il est devenu maintenant une sorte de dissident, ces gens-là ont décidé qu'il fallait absolument appliquer le programme que Zbigniew Brzezinski avait décrit en 96 dans son livre sur le grand échiquier. L'idée de Brzezinski était pour que les États-Unis demeurent les maîtres du monde alors qu'ils sont en grand problème de déclin économique notamment. Il faut absolument contrôler l'Eurasie, ça c'est le continent décisif. Il faut donc empêcher une alliance entre l'Allemagne et la Russie, entre l'Europe et la Russie et quelque part aussi la Chine. Et donc à Washington, on a décidé qu'il fallait absolument empêcher la coopération, affaiblir la Russie, changer le régime si c'est possible. Et donc on a décidé qu'il fallait une guerre et que tant pis pour les Ukrainiens qui vont mourir et qui vont souffrir, il faut une guerre et le plus longtemps possible. Ça, c'est la vraie stratégie de Washington. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications, Michel Collomb. Alors, Gamal Abina, certains analystes et certains experts comme vous disent déjà qu'en réalité, derrière l'Ukraine ou derrière le conflit en Ukraine, finalement, c'est toute la géopolitique planétaire qui est remise en question. Est-ce que vous partagez cet avis, Gamal Abina? Toute la géopolitique planétaire remise en question, oui, de fait, parce que je pense que la stratégie américaine, il faut revenir un petit peu en arrière pour se rendre compte de ce qui a été fait durant 30 ans et ce qui arrive aujourd'hui. La stratégie des États-Unis et des penseurs américains, effectivement, sur un État, ça vient d'être dit, sur le déclin économique, sur un déclin en termes d'image, en termes d'hyperpuissance, comme l'appelait Védrine. Cette stratégie s'est heurtée à des réalités de terrain. C'est-à-dire qu'ils essayaient de recréer un nouvel ennemi. On l'a vu avec la question de l'islam, où ils ont essayé de diaboliser beaucoup d'États musulmans en demeurant. C'était plus le communisme qui avait trouvé son terme en 91-92. C'est devenu l'Irak, c'est devenu évidemment la Syrie, c'est devenu la Libye, c'est devenu le Soudan. C'est des pays qu'il fallait absolument, avec lesquels ils voulaient régler des comptes, parce que la psychologie américaine, c'est une psychologie assez western finalement. On l'a bien vu avec plusieurs interventions de plusieurs présidents qui avaient parlé à l'époque du temps de Bush, par exemple, des fameuses Acts of Evil ou encore des Rogue States, donc des États voyous qui étaient considérés comme étant des États qui ne marchaient pas, qui ne filaient pas droit par rapport aux objectifs impérialistes américains. Et donc, effectivement, depuis 30 ans, il y avait cette obsession de créer une sorte d'hydre islamiste ou islamique ou d'un monde musulman dangereux. On mettait beaucoup en avant des États qui ne se soumettaient pas au diktat américain pour essayer de créer une nouvelle guerre froide ou une guerre permanente. Mais il se trouve que malheureusement, les 4 États qui avaient été nommés, Irak, Syrie, Libye et Soudan, ont été atomisés, qu'ils ont tenté avec l'Iran une manœuvre effectivement d'agression, mais qu'il se trouve que l'Iran est un trop gros morceau industriel
en capacité de se défendre. Il y a eu plusieurs tentatives, mais ça n'a pas abouti pour des raisons X et Y qu'on pourra évoquer. Et donc les États-Unis, finalement, se sont retrouvés à nouveau dans une stratégie de provocation. On l'a vu avec la poussée de l'OTAN à l'Est par rapport à la Russie, de refus d'intégrer, par exemple, la Russie qui était prête à rentrer dans l'OTAN à une époque, ou dans la communauté européenne de l'époque. Tout cela a été mis en place de telle sorte que ça recrée un nouvel axe, un nouvel ennemi héréditaire finalement, que serait l'ex-empire soviétique. Et il se trouve qu'ils ont, en provoquant les Russes, créé, sans le vouloir sans doute, un nouvel axe, effectivement, une nouvelle force à l'Est, avec cette alliance russo-chinoise qui n'était pas attendue, mais qui a créé effectivement des conditions de justification de budget militaire faramineux aux États-Unis et d'une relance de la machine économique par l'armement. On a bien compris que l'Amérique a toujours bénéficié de la Première et Seconde Guerre mondiale en termes industriels parce que l'armement a été le porteur de leur développement économique et industriel. Et aujourd'hui, eh bien, en recréant à nouveau un ennemi qui avait disparu pour un temps, eh bien, on se rend bien compte qu'effectivement, les États-Unis ont recréé un clash civilisationnel, pour le coup, à Est-Ouest, qui revient, une nouvelle guerre froide. Et avec la guerre d'Ukraine, qui est juste un prétexte en vérité, les Américains poussent leur avantage. Mais par contre, ce qui vient d'être dit à l'instant est très intéressant, parce que Biden, par exemple, prétend vouloir défendre, et c'est intéressant, son discours fait attention. Tous les Français veulent s'imaginer, ou les Européens, qui veut défendre l'Ukraine, pas du tout. Il dit que si jamais un pays de l'OTAN est attaqué, il interviendra. Donc en gros, il dit simplement, je n'interviendrai jamais en Ukraine. Mais par contre, il pousse à la guerre, il alimente la guerre, il ne veut pas de négociation directe entre les Russes et les Ukrainiens, et il faut croire aux Ukrainiens qu'il y a une possibilité de victoire, ce qui malheureusement sera sur le papier catastrophique, mais dans les faits est impossible. Donc aujourd'hui, les États-Unis alimentent une guerre à distance, et évidemment, ça leur profite à plein régime en termes énergétiques, en termes militaires. Enfin, on s'est bien rendu compte des contrats faramineux que les Allemands viennent de signer pour 100 milliards. Donc l'Amérique, effectivement, a décidé de relancer une guerre froide qui avait été bien éteinte durant 30 ans. Il faut tout de même préciser que lorsque le président Joe Biden le dit, il promet à côté de cela fournir d'armes plus sophistiquées à l'Ukraine et précise justement à Kiev, écoutez, vous avez notre soutien. Dans ce cas, en dehors de ces armes, justement, de ce soutien que promet tout le temps l'OTAN ou les États-Unis à Kiev, quel est l'autre intérêt justement que les Ukrainiens ou alors que le gouvernement ukrainien a à s'allier justement à l'OTAN ou alors au pays de l'OTAN en ce moment alors qu'il n'est pas encore membre de l'OTAN? Il ne sera jamais membre de l'OTAN, c'est une certitude, d'abord parce qu'il ne répond pas aux critères d'éligibilité, et puis surtout parce que les Ukrainiens, malheureusement, ils n'ont pas un type très intelligent à la tête de l'État. C'est un ancien acteur un peu médiocre qui a été placé là par un oligarque. Il faut toujours ne jamais oublier que c'est un produit de la télévision ukrainienne placé par des corrompus, lui-même étant corrompu. Donc les Ukrainiens ont écouté les sirènes, les aventures, entre guillemets, ukrainiennes de croire que l'Occident allait les soutenir jusqu'au bout, en ne tenant pas compte de réalités qui était nettement antérieure à eux. La question, par exemple, du Haut-Karabakh s'est posée récemment, mais surtout la question de l'Ossétie, où les Russes sont intervenus et ont remporté la mise. Ils ont annexé ces territoires, littéralement, en les détachant de l'Arménie. Donc les Ukrainiens n'ont pas tenu compte de la réalité des Russes. C'est-à-dire qu'on les a provoqués très longtemps, on a tenté de les humilier, puis aujourd'hui, la Russie a décidé de sortir de ses gonds depuis d'ailleurs 2008, c'est pas d'hier, avec les différentes provocations, le placement de missiles à ses frontières. Enfin, tout cela dit quoi? Dit que l'Ukraine est tombée dans un piège. Moi, je pense que réellement, ce ne sont pas des gens très intelligents qui sont tombés dans un piège grossier, qui s'imaginent vraiment qu'ils ont une chance de victoire et de soutien absolu de la part des Occidentaux, alors qu'en vérité, le soutien est à minima sur quelques tentatives un peu ridicules de sanctions économiques, sur alimenter la guerre avec des armes qui ne sont pas forcément les meilleures d'ailleurs, parce qu'ils parlent beaucoup d'armes de haute technologie, mais à part les missiles Stinger en Afghanistan, ils n'ont pas beaucoup donné de haute technologie, les Américains, et ne le feront pas avec l'Ukraine. Par contre, ils garantissent effectivement ce qu'on appelle un conflit de haute intensité, alimenté de façon permanente. Ça rappelle un peu la guerre Iran-Irak, où lorsqu'une des deux parties commençait à perdre la face, eh bien on alimentait la guerre en donnant des armes. Eh bien c'est pareil pour l'Ukraine. Bon, on ne va pas alimenter les Russes évidemment, mais ils maintiendront toujours une sorte de tension permanente avec la possibilité de se rattraper à la dernière minute quand l'Ukraine sera débordée. Et la problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui on va avoir 1 demi-million de Russes sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire qu'ils auront augmenté leur capacité offensive et que les Ukrainiens, dès le premier jour de la guerre, ont été balayés. Aujourd'hui, c'est une contre-offensive qui était un peu surprenante, mais qui est juste une contre-offensive et une bataille remportée. Mais la guerre ne peut pas être remportée parce que les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés en faveur, évidemment, des Russes. Et que surtout, rappelons-le, la guerre se tient uniquement en Ukraine. Il n'y a pas de guerre en Russie. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont aucune capacité offensive. Actuellement, ils essaient de défendre des portions de territoire qui sont stratégiquement pas très importantes, mais ils sont en incapacité totale de reprendre le Donbass. Évidemment, la Crimée encore plus. Et ils se preuve en est d'ailleurs. Hier, il y a eu une tentative, il y a eu un acte terroriste sur un pont qui relie la Crimée
à l'Ukraine, eh bien, c'est une action terroriste qui témoigne effectivement d'une action de faiblesse. Quand on passe par le terrorisme, c'est qu'on n'a pas les capacités de faire une guerre conventionnelle ordonnée, bien organisée, qui permet d'obtenir des résultats conséquents. Merci, je vous remercie, Gamal Abina, pour ces explications. Michel Collomb, alors Analyse, certains analyse analystes préviennent déjà sur le fait que l'Occident, qui selon eux, entre guillemets, n'a aucune vergogne, crée un climat de crainte nucléaire et ils préviennent sur le fait qu'il faudrait faire attention parce que cela s'inscrit dans un objectif. Est-ce que vous, en tant qu'expert, Michel Collomb, vous pouvez nous dire, selon vous, de quel objectif s'agit-il? Je crois que ce que mon collègue a dit est très intéressant. Effectivement, les Ukrainiens ont perdu la guerre dès le premier jour et des experts des États-Unis, du Canada et d'ailleurs l'ont dit, contrairement au récit médiatique occidental qui a vraiment lancé l'illusion que les Ukrainiens peuvent gagner, peuvent résister sur le terrain et empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs. Ça, c'était vraiment un récit pour, d'une part, justifier les énormes commandes militaires que nous payons. On est en train de nous augmenter les budgets militaires pour favoriser les multinationales US de l'armement, alors que rien que dans mon pays, beaucoup de gens qui ont un salaire sont en train de se demander s'ils vont pouvoir payer les études de leurs enfants ou le chauffage en hiver, mais pas les deux. Donc, on a un récit médiatique occidental extrêmement trompeur, et c'est pour ça que j'ai préparé le livre dont vous avez parlé. Mais je crois qu'il faut revenir sur ce que mon collègue a dit, qui était très intéressant. Est-ce que c'est un problème d'intelligence ou de stupidité de Zelensky? Je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas juger, mais je crois qu'il a aussi été piégé par les États-Unis et les Britanniques, qui sont en fait à la manœuvre dans cette guerre. Et je voudrais rappeler qu'en mars, il a dit plusieurs fois qu'il était disposé à négocier, qu'on pouvait envisager que l'Ukraine est un territoire neutre, c'est-à-dire ne soit pas dans l'OTAN. Et là, on avait vraiment un début de solution. Poutine pouvait être satisfait. D'ailleurs, il y a eu fin mars des avancées dans les négociations qui se tenaient à Istanbul. Et des deux côtés, on pensait que voilà, la discussion était dure, mais qu'on pourrait y arriver. Survient à ce moment-là l'affaire de Boutcha, qui est une fake news totale, organisée par les services secrets britanniques, et ça je le démontre dans le livre que vous montrez. Et le message a été clair. C'est un message à Zelensky. Vous ne pouvez pas négocier. On a en fait des gens qui ont été victimes des milices spéciales Safari et des services secrets britanniques ont été mis en scène pour empêcher la négociation et faire basculer l'opinion occidentale. Et donc, on a vu à plusieurs moments que les éléments nazis qui sont dans l'armée, mais aussi dans une série de cercles du pouvoir, font pression sur Zelensky. Ils l'ont même menacé carrément de le tuer s'il capitulait. Donc, je crois que c'est un pion dans ce jeu et je crois qu'il faut attirer l'attention des États-Unis, de l'opinion publique occidentale et mondiale, que c'est une guerre provoquée par les États-Unis. Même le pape l'a dit dans une étonnante interview qui est totalement censurée dans les médias occidentaux, provoquée par les États-Unis, exacerbée et prolongée par les États-Unis parce que ça les arrange, un, pour gagner beaucoup d'argent avec les livraisons d'armes, deux, et surtout, pour remplir leur objectif stratégique qui est d'affaiblir la Russie, empêcher un partenariat économique et énergétique naturel et normal entre l'Europe et la Russie, et affaiblir énormément l'économie européenne et allemande. Il ne faut pas oublier que pour ces gens-là, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, et l'Europe est aussi un ennemi dans cette guerre. Cette guerre est non seulement contre la Russie, contre le peuple ukrainien, mais aussi contre les peuples européens. Donc je crois que, en tant que journaliste, mais aussi nous en tant que citoyens, on a une énorme responsabilité d'expliquer aux gens pourquoi on se bat vraiment. Et mon collègue, quand il a fait référence à l'Irak et aux autres guerres et aux différents prétextes qui sont avancés, il a tout à fait raison. Une fois, c'est les armes de destruction massive, une fois, c'est le terrorisme dit islamiste,
Une autre fois, c'est maintenant Poutine et la menace nucléaire. Les prétextes changent et se fabriquent dans des cercles de fabrication de propagande de guerre. Il faut voir que tout ça fait partie de ce que j'avais appelé en 2001, après le 11 septembre, la guerre globale. C'est une guerre globale et totale qui commence, et on est dans des chapitres, l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, la Syrie, l'Ukraine, ce sont des chapitres, et donc c'est vraiment de ça que les gens doivent se rendre compte. Est-ce qu'on veut que le 21e siècle et le monde qu'on va léguer à nos enfants soit un monde en guerre permanente et totale, ou est-ce qu'on va dire à Washington, maintenant c'est fini, vous n'êtes plus les maîtres du monde, le monde il est multipolaire et il faut des négociations, il faut la coexistence pacifique, il faut le respect des règles du droit et du commerce. Je veux dire, c'est quand même incroyable que les États-Unis nous ont dit on mène le droit pour la démocratie, on mène la bataille, je veux dire, pour la démocratie et les droits de l'homme et le droit international. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent de faire maintenant? Ils viennent par un acte terroriste de saboter un pipeline en mer Baltique. Ça veut dire que tous les Européens, les ménages, les gens qui gagnent 1500 euros par mois et moins, vont devoir payer des factures triplées, quadruplées, parce que les États-Unis se comportent en terroristes et font sauter des pipelines. Et où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que si eux font ça, évidemment, de l'autre côté, est-ce qu'on va laisser les choses tranquilles? Oui, jusqu'à présent, on garde vraiment le sang-froid, mais il est temps pour nous, Européens, là, de taper sur la table et de dire à Washington, stop maintenant, vous respectez le droit international. Je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez à présent, Michel Colomb? Maintenant, oui. D'accord, très bien. Alors, vous parliez de dire non, finalement, qu'il faut faire respecter le droit international. Et je disais, en parlant de droit international, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie russe, ou alors de la stratégie russo-chinoise, si je puis me permettre? Parce que s'il faut dire stop aux Américains, s'il faut en finir, comme disent certains, entre guillemets, avec les États-Unis, eh bien, certains pensent, par exemple, qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre par la Russie et la Chine notamment, à savoir dont la finalité est d'en finir, excusez la répétition, avec l'hégémonie américaine sans toutefois déclencher de guerre nucléaire. C'est-à-dire pour cela, le président Poutine par exemple, est prêt à encaisser énormément de coups sans broncher comme on le voit le plus souvent, puisque l'outil de son succès sera bien plus monétaire que militaire et donc il suffira peut-être que le dollar perde son statut de monnaie internationale de réserve et donc il en serait fini avec les États-Unis. Est-ce que vous partagez cet avis? Sinon, quelle est selon vous la portée même géopolitique de la stratégie russo-chinoise dans cette guerre? Ça fait beaucoup de questions importantes. Je dirais que les Chinois, en tout cas, qui sont victimes de provocations autour de Taïwan, des Ouïghours et de toute une série de choses, sont extrêmement calmes et essayent vraiment de maintenir un climat de détente internationale, mais ils subissent beaucoup de provocations. On peut réfléchir et discuter si la riposte de Poutine a été la meilleure et s'il avait le choix. En tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, c'est à l'ensemble des peuples du monde d'intervenir pour dire justement aux États-Unis, stop, vous n'êtes plus les maîtres du monde, vous ne pouvez plus plonger le monde dans une crise économique, dans des difficultés pour l'alimentation des pays pauvres, etc., juste pour rester les maîtres du monde. Donc je crois que ça, c'est la chose la plus importante qu'on doit demander. Michel Colomb. Alors, Gamal Abina, Michel Colomb disait à l'instant que finalement, il ne s'agit pas seulement de la stratégie russo-chinoise, il s'agit justement pour l'ensemble des peuples du monde d'intervenir et dire aux États-Unis, stop, vous n'êtes plus les maîtres du monde. Alors, j'aimerais revenir sur le cas du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est-ce que selon vous, en dehors des Américains, en dehors de l'OTAN, il y a d'autres pays du monde, peut-être ceux-là même qui aspirent finalement à ce monde multipolaire, qui pourraient réellement dire à Zelensky, stop, est-ce que tu peux, comme le disent certains analystes, entre guillemets, arrêter de faire le con pour que finalement s'arrête toute cette guerre à la fois médiatique, militaire et autres?
Comme vient de le dire Michel Collomb, et c'est intéressant de revenir en arrière, quand Zelensky arrive aux commandes de l'État ukrainien, il n'est pas anti-russe du tout, hein, mais vraiment pas du tout anti-russe, prêt à négocier, discuter. Je crois même qu'il parle russe couramment, si je ne me trompe pas. Et puis la différence entre un Zelensky et un Poutine, bah, dans le prénom, hein, Volodymyr ou Vladimir, c'est la même racine. On a bien compris que ce sont des peuples slaves. Donc ce qui se pose en vérité, c'est de savoir pourquoi, et là c'est une question qui est intéressante, pourquoi est-ce qu'on nous impose, nous Européens, donc qui vivons sur cette terre, d'avoir froid l'hiver, des restrictions. Actuellement en France, par exemple, il y a un problème qu'il maquille comme un mouvement social d'approvisionnement d'essence, donc ça devient très très grave parce que maintenant la police intervient pour empêcher les gens d'aller aux pompes à essence puisqu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les têtes des états-majors européens et puis surtout dans la tête de cette femme pour laquelle j'ai beaucoup de mal à comprendre sa logique, mais je trouve complètement délirante, c'est von der Leyen qui manifestement est une batte en guerre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de ces gens-là? Eh bien, ils n'ont pas consulté les peuples européens qui n'ont pas voix à la parole. C'est-à-dire que si on pose la question de savoir est-ce qu'on a envie d'être solidaire d'une guerre, déjà, on dira non, évidemment. On ne va pas alimenter une guerre. On veut la paix. Est-ce qu'on a envie d'être solidaire des Ukrainiens alors qu'on ne les connaît pas dans l'absolu? Ce n'est pas une question d'égoïsme, il y a une logique. On préférait peut-être de ne pas avoir froid l'hiver et on sait que les Russes n'auront pas froid l'hiver. Est-ce qu'on a envie que ces gens poussent à la guerre alors qu'il y avait des possibilités déjà antérieures? On revient souvent sur l'affaire des accords de Minsk qui avaient été signés, qui avaient été parrainés par l'OSCE, qui n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne. Est-ce qu'on a envie de se poser la question de savoir est-ce qu'en France, s'il y avait eu un néo-nazi hein, qui avait arboré le moindre symbole nazi dans l'armée française, il n'aurait pas été immédiatement démis de ses fonctions, mais peut-être en prison et poursuivi. Eh bien là, en Ukraine, ça ne pose pas de problème. Il y a 5 à 6 000 combattants qui sont des descendants directs des néo-nazis, qui sont des descendants de Stepan Bandera, donc des bandéristes, qui sont affichés de façon très claire avec des symboles nazis, hein, le swastika, le soleil noir, les nazis en plus SS, donc ça va très très loin dans l'appropriation des symboles des pires, d'un pays qui a subi, comme toute l'Union soviétique, le nazisme quand même, mais avec des gens qui ont collaboré et qui ont été très rapidement lâchés par Himmler. Eh bien, est-ce qu'on accepte cela? Moi, je trouve ça très étonnant de se dire qu'on est du côté du camp de gens qui ont des néo-nazis chez eux. Non pas que les Ukrainiens soient néo-nazis, ce serait un mensonge de le dire, puisqu'ils ont aussi subi le nazisme, mais se poser la question de qu'est-ce que sont ces démocraties qui poussent à la guerre, qui partent en guerre sans jamais consulter leur population, qui encouragent la guerre et pas la paix, qui ne veulent pas de négociation. J'ai eu il n'y a pas longtemps un débat avec un homme du Modem, que je croyais être modéré au départ, et qui était heureux de voir que les Ukrainiens étaient prêts à mourir pour leur pays. Et à la fin, je lui ai dit, et c'est là où il était vraiment choqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas, vous devriez plutôt dire aux Ukrainiens qu'il faut négocier parce que la guerre n'est pas gagnable et que c'est des morts de trop. Eh bien non. Là, il s'est rendu compte qu'il était un vat en guerre. Il ne le savait même pas. Et la question qui se pose, c'est quoi? Et ça vient d'être évoqué, Nord Stream par exemple. C'est un acte terroriste qui a été organisé par un État. Personne ne peut percer un pipeline de 100 mètres de profondeur sans des moyens considérables, sous-marins et hommes qui soient équipés avec des moyens très, très conséquents et très technologiques. Donc on sait que c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre, sans doute avec l'Angleterre, puisque c'est eux qui ont l'expertise de ce genre de coup bas. Mais surtout, la question de Boutcha qui est évoquée aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène assez ridicule de Russes, je le rappelle, qui sont partis de leur propre chef, ils n'ont pas abandonné le territoire par la force, ils sont partis parce qu'ils le voulaient, et qui auraient disséminé sur tout un tas de rues à Boutcha, comme par hasard, c'est une sonorité un peu anglo-saxonne. Boutcha, ça rappelle un peu boucher. Donc pour les Américains, c'est super, on s'en souvient. Qu'est-ce que c'est que ces Russes qui seraient partis en laissant les morts gratuits dans la rue sans aucune raison ça? Stratégiquement, ça n'a aucun intérêt. Ça leur donne une mauvaise image. Ça rappelle un peu l'affaire irakienne avec les bébés éprouvettes qui étaient jetés, les bébés qui étaient des couveuses, excuse-moi, qui étaient jetés comme ça par les soldats irakiens alors que ça n'a aucun intérêt politiquement et militairement. Et bien là, c'est la question qu'on peut se poser. Et on se rend compte que même dans les images, ils ne font même pas l'effort de maquiller leur mise en scène. C'est-à-dire que les types qui étaient morts dans la rue avaient des brassards blancs. Or, le brassard blanc, si on suit un peu la question ukrainienne, ce sont les Ukrainiens pro-russes. Donc même là-dessus, ils n'ont même pas fait l'effort de faire en sorte que ça ressemble réellement à une sorte de... Ça rappelle aussi Timișoara, c'est pareil à l'époque où on voulait faire la peau de Ceausescu. Donc à chaque fois, on a des mises en scène grossières comme celle-là qui sont faites à la va-vite, mais comme l'émotion l'emporte sur la raison, les gens ne se posent pas 2 minutes pour savoir ce qui se passe réellement et quels sont les buts d'un massacre inutile comme ça, parce que le massacre est inutile en substance. Ce ne sont pas les combattants, ce sont des civils qu'on aurait tués. On ne pose même pas la question de savoir que ces civils étaient peut-être pro-russes. Ça, on ne le parle pas. Par exemple, dans le Donbass actuellement, ce sont les pro-russes qui sont attaqués. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi ces démocraties qui nous vendent tellement leur modèle refusent catégoriquement de demander à leur peuple et à leur population
sous forme de référendum, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour encourager, maintenir, soutenir une guerre? Eh bien, il ne pose pas la question parce que les populations diraient non. Personne n'est d'accord pour la guerre. En revanche, ça profite aux Américains, effectivement, qui ne voulaient pas, et ça avant la guerre, il faut bien se rappeler, parce que le rapport géoéconomique est intéressant. Avant la guerre, les États-Unis ont refusé catégoriquement que Nord Stream 2 soit activé. Depuis Obama, d'ailleurs, il faut le rappeler, ce n'est pas d'hier. C'était un vrai problème parce que la puissance industrielle allemande est la principale concurrente des États-Unis et ils ne veulent pas voir l'Allemagne redevenir forte. Elle a eu l'intelligence de faire la paix avec les pays de l'Est, parce que c'était l'histoire qui voulait ça. Elle a eu l'intelligence de créer un parc industriel considérable à l'Est, d'ailleurs comme l'Italie. Et aujourd'hui, l'Allemagne est en difficulté parce que c'est un pays qui est totalement dépendant des approvisionnements énergétiques russes, à savoir gaz, pétrole et charbon. 50% du charbon allemand vient de Russie. Et donc, les raisons pour lesquelles les États-Unis font la guerre ne sont jamais des raisons qui sont d'ordre, soi-disant, de droits de l'homme, toute cette blague-là, ça c'est du maquillage. C'est des raisons purement économiques, c'est ce qu'on appellerait ça une sorte de... Ce sont des prédateurs économiques qui, lorsqu'ils voient un concurrent, on voit bien que la Chine aujourd'hui, il y a des multiples provocations, c'est bien d'avoir évoqué, d'ailleurs, je vais en parler 30 secondes des Ouïghours, parce que je suis souvent en porte-à-faux vis-à-vis des arabo-musulmans qui sont tombés dans le piège et qui ne creusent pas pour savoir pourquoi on nous sort ce numéro des Ouïghours qui seraient massacrés par milliers. Je suis désolé, les massacres par milliers, on les a vus dans le pays d'Aung San Suu Kyi, il n'y a pas de problème, c'est documenté, c'est filmé, c'était une horreur. C'est la question des Rohingyas. Là, on n'a pas vu beaucoup de monde se manifester. Par contre, sur la question des Ouïghours, on met l'accent pour dire que les Chinois sont les barbares, qui s'amusent à tuer des gens, à les mettre dans des camps de concentration, à faire en sorte que les femmes deviennent infertiles, enfin toutes ces choses-là qui sont mises en avant. Pourquoi? Sans document. Parce qu'un homme d'origine allemande qui travaille pour un think tank états-unien, je ne me rappelle plus de son nom, je crois qu'il s'appelle Axel ou je ne sais pas quoi. Adrian Zenz. Merci Adrian Zenz, absolument. Cet homme-là, sur cette seule fois, a expliqué ce qui se passait en Chine, un anticommuniste primaire, que ce même homme est rallié par un anticommuniste à nouveau primaire qu'on connaît en France, le fils d'un pseudo-philosophe que vous connaissez tous, Glucksmann, donc c'est le fils du père, hein, littéralement, qui lui aussi a parlé avec le communiste, donc les Chinois et les Russes, comme par hasard, et c'est tous les théâtres d'opération anti-chinois et anti-russes les intéressent, et que le think tank américain qui soutient cela, ce think tank est un think tank dans lequel, écoutez, pardonnez-moi du peu, qui était dedans? Bush, père et fils, Rumsfeld, enfin tous les néoconservateurs américains sont dans ce think tank qui met le paquet pour dire attention, les Chinois sont des barbares. Sauf qu'en Chine, la politique de l'enfant uni a conduit effectivement à ce que les femmes soient stérilisées sur toute la Chine, là on va dire chez les Ouïghours, pour faire croire que c'est un génocide. Qu'en Chine, effectivement, ils ne veulent pas entendre parler d'opposition. C'est vrai, parce que c'est la route de la soie, les Ouïghours, ça passe par l'Est. Qu'en Chine, effectivement, il y a une idée selon laquelle on achète la paix civile si besoin, on l'a vu ce qui s'est passé, on ne parle plus du tout d'ailleurs du Tibet, parce que le Tibet, il y a des investissements massifs et que ça va beaucoup mieux. Et que la Chine est un problème parce que c'est un géant économique qui en 2030 sera la première puissance, à tout point de vue. Et que la Chine tient 2000 milliards de ce qu'on appelle les T-bonds américains, les bons du trésor. Donc la Chine tient l'économie américaine et tient la monnaie américaine. Si la Chine retire ses capitaux de la monnaie américaine, donc du trésor américain, les États-Unis sont en banqueroute, le dollar ne vaut plus rien, et les buts de guerre aujourd'hui, les buts de contre-guerre aujourd'hui, que Poutine et que les Chinois, et même les Indiens d'ailleurs, c'est très amusant de voir les Indiens changer de position, on s'y attendait pas, ou l'Arabie, qui a refusé l'augmentation de sa production de pétrole, ces gens-là ont compris une chose, c'est qu'il faut dédollariser le monde, que le droit de tirage spéciaux, les DTS, sont un droit absolument intolérable parce que ça donne un pouvoir illimité aux États-Unis et qu'il n'est pas question que le monde continue à devoir comptabiliser son énergie par le pétrodollar, donc par l'association dollar-pétrole. Et donc toutes ces stratégies font qu'aujourd'hui Poutine, qui a joué d'ailleurs, ce serait intéressant à parler, un coup remarquable en imposant l'achat du rouble, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ça, pour moi, sur le plan économique, c'est le meilleur coup qu'il ait jamais fait. Eh bien, cette méthode-là a conduit à faire penser d'autres pays qu'il y avait peut-être, après Bretton Woods, la possibilité d'avoir un monde qui ne serait pas unipolaire sur un plan économique. Je parle bien de l'économie. C'est-à-dire que les États-Unis et le dieu dollar ne seraient plus le dieu dollar qui a profité effectivement à plein de la première, de la Seconde Guerre mondiale et de toutes les guerres qu'ils ont produites durant un siècle. Donc c'est vrai que ce qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce que vaut la démocratie lorsque les peuples européens, qui vont avoir froid l'hiver, qui vont commencer à payer très cher leur panier moyen, je parle de la ménagère, qui vont subir l'inflation record, qui vont subir des dépôts de bilan, je parle de l'Allemagne par exemple, où des milliers d'entreprises vont être sur le carreau. Est-ce que ces Européens ont demandé à soutenir l'Ukraine ou à faire la guerre? Je pense qu'ils ne l'ont pas fait et pour ma part, je considère qu'un pays qui a un petit peu de dignité devrait pousser Zelensky à négocier avec Poutine qui, pour finir, rappelons-le, a toujours demandé à Zelensky de négocier. Bravo Gamal Abina pour toutes ces explications. Alors, Michel Collomb, on a appris, on sait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait appelé l'OTAN à mener des frappes préventives contre la Russie. Si
cela est réellement avéré, Michel Collomb, selon vous, que se cacherait-il derrière cet appel de Zelensky à des frappes préventives, entre guillemets, de l'OTAN contre la Russie? Il y a eu une discussion, et notamment les médias français qui font soi-disant du fact-checking, et qui, comme par hasard, se retrouvent toujours sur la version de l'OTAN, ont prétendu que Zelensky n'avait pas dit ça. J'ai eu ce matin des échanges avec plusieurs amis russophones et il a bel et bien dit ça. Et après, il essaye de faire marche arrière. On voit que Zelensky, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et qu'en réalité, il est toujours dans l'inflation, dans l'exagération absolue. Quand on parle de Boutcha ou d'une vingtaine de corps, il sort le mot génocide. Donc, il est dans les trucs classiques, oui, c'est un acteur, mais il est dans les trucs classiques de la propagande de guerre que j'ai analysé dans mes livres précédents et que je pense que tout le monde, on devrait étudier sur base du livre, par exemple, magnifique, Fabriquer un consentement d'Hermann et Chomsky. Je pense que plutôt que de faire appel tout le temps à des gens comme nous pour dire est-ce que c'est vrai ou non, je pense qu'il faudrait que tout le monde lise ce bouquin et devienne soi-même son propre fact-checker, son propre journaliste pour être capable de voir, oui, ça ne tient pas de nous parce qu'on retrouve là-dedans tel et tel truc. Et si les citoyens sont plus informés, on aura beaucoup plus de choix éclairés. Mon collègue dit, on n'est pas en démocratie, on ne demande pas l'avis des gens. Il a tout à fait raison. Prenons le pouvoir sur l'information, éduquons-nous sur les médias et faisons circuler sur les réseaux sociaux l'analyse, un véritable fact-checking des choses qui sont dites. Donc, qu'est-ce que Zelensky veut avec ça? Écoutez, je pense qu'on l'a enfermé dans une situation en lui disant « négocier, tu ne peux pas, tu es là pour jouer un rôle », et donc il joue le rôle en fait de porte-parole, de communicateur, avec son t-shirt et avec toute la décoration pour augmenter les livraisons d'armes. Donc ça fait beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses et c'est une des seules industries qui marche encore aux États-Unis parce que c'est nous qui payons et qu'il n'y a pas de discussion sur le prix et donc ils peuvent demander n'importe quoi pour des choses complètement inutiles. Et donc Zelensky, il est selon moi enfermé dans ce rôle. C'est quelque part une marionnette dont Biden tient les ficelles et donc il joue un rôle et après de temps en temps les États-Unis peuvent dire oui, là il a peut-être un peu exagéré, etc. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas unanimité sur ça. C'est une bonne chose. Les États-Unis sont un pays divisé. Il y a une série d'experts qui ne sont pas du tout des anges, qui ont conduit des guerres, qui ont commis des crimes, et qui n'arrêtent pas de dire il faut négocier sur l'Ukraine. On a, au moment de Boutcha, par exemple, c'est des choses qu'on est en train d'étudier avec l'équipe qui fait l'analyse des médias mensonges. Au moment de Boutcha, le Pentagone a dit à l'agence Reuters nous ne pouvons pas vérifier indépendamment les faits qui sont avancés par Zelensky. Une manière polie de dire il ment. Au moment où les médias du monde entier nous excitent en disant regardez les cadavres de Boutcha, il faut faire quelque chose, là le Pentagone dit ben non, c'est pas vrai. Donc vous voyez, je pense que si on avait un vrai débat dans les télévisions occidentales, les gens pourraient se rendre compte écouter quelqu'un comme mon collègue et d'autres personnes qui sont intervenues, ou Anne Morelli, ou Julian Assange, ou Roger Waters, toute une série de personnalités qui prennent la parole et qui disent non, l'info n'est pas bonne. Si on avait ce débat dans les médias européens, ça serait fini. Les gens diraient ben non, on ne peut pas soutenir les États-Unis, il faut négocier, c'est tout. Et on va aider les Ukrainiens et on va les soutenir de toutes les manières. On va négocier, on va résoudre les problèmes parce que seuls les dirigeants des États-Unis et les intérêts économiques là derrière ont intérêt à ce que la guerre dure longtemps. C'est quand même. Et moi, j'étais en Irak, j'étais en Libye, j'étais en Yougoslavie. J'ai vu des enfants tués, j'ai vu des parents qui avaient perdu leurs enfants. Vous savez, c'est la chose la plus épouvantable qui peut arriver à un père ou à une mère dans la vie, c'est de perdre un enfant. Et donc là, pour les intérêts de firmes multinationales, de Lockheed, de Boeing, de Raytheon, de Exxon, de gens comme ça, on est en train de dire tous les jours, oui, allez, tuez encore des enfants, il faut que cette guerre continue. Les citoyens européens, réveillez-vous.
réveillez-vous, on ne peut pas en notre nom faire des choses aussi abominables que ça. Gamal Abina, Michel Colomb disait à l'instant enfin, confirmait ce que pense déjà l'immense majorité de certains analystes en disant, en réitérant à chaque fois que Volodymyr Zelensky joue un rôle. Et dans ce rôle, on se pose la question finalement, puisque l'immense majorité des citoyens du monde également aspirent finalement à la paix, à ce monde multipolaire qui est en marche, et on se pose la question de savoir comment finalement stopper la montée vers la guerre. Est-ce que ce sera lorsque les acteurs principaux auront dit, écoutez, Volodymyr Zelensky, arrêtez de jouer ce rôle. Comment faire? Quelle est la procédure à suivre selon vous, au plan géopolitique, bien sûr, Gamal Abina? Vous savez, moi j'aime bien revenir sur l'histoire parce qu'on se rend compte, par exemple, j'ai lu un livre formidable écrit par Götz Ali qui expliquait comment Hitler avait acheté les Allemands. Les Allemands n'étaient pas nazis, racistes à la base, c'était des gens qui étaient plutôt ouverts, un peu très éduqués, mais ils ont fini par être séduits par un homme qui les a effectivement littéralement achetés. Et Hitler, c'est un homme qui était traumatisé par la Première Guerre mondiale et qui avait dit quoi? Qui a dit, je ne peux pas accepter que mon peuple, parce qu'il y avait eu un blocus qui a conduit à la mort de 750 000 Allemands, que mon peuple meure de faim en Europe. Au cœur d'Europe, 20e siècle, on avait un peuple entier qui était soumis à un blocus entre les Allemands et les Autrichiens de faim. Donc il a tout fait pour garantir que les Allemands mangent. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait le coup de Poutine qui serait un nouvel hitlérien. Bon, c'est assez ridicule, mais c'est comme ça. Hein. On nous inverse les vapeurs, on oublie Azov, on oublie toutes ces milices néo-nazis revendiquées, capturées et vérifiées. On oublie ça parce qu'effectivement, c'est plus facile de diaboliser un homme en faisant croire qu'il est soit un dictateur affreux, soit, il n'est peut-être pas forcément libéral, ou soit tout simplement un malade mental, hein, parce qu'on nous sert toujours la sauce de l'homme malade mental qui dirige un pays. Je ne savais pas que ça existait, un malade mental qui dirige une population saine d'esprit, mais bon, apparemment, ça existe dans la propagande occidentale. Et on nous explique que effectivement, on va sanctionner la Russie, qu'elle sera durement sanctionnée, et que c'est comme ça qu'ils vont reculer. Il se trouve qu'ils ont engrangé 167 milliards de dollars, donc la méthode n'est évidemment pas opérationnelle, puisque les Russes n'ont jamais été aussi risques qu'aujourd'hui. On nous fait croire que les sanctions portent leurs fruits. Ça ne marche pas. Par contre, pourquoi je parlais de la faim et de la nourriture et des moyens de subsistance, c'est parce que les peuples européens, là, qui sont durement frappés par cette inflation galopante, dont on dit qu'elle serait à 10%, mais ça, encore une fois, c'est les chiffres officiels. Sur le terrain, vous allez dans un magasin, c'est pas 10%, il n'y a que le pain qui n'a pas bougé et la canette de coca. Sinon, tout le reste, c'est quasiment du 50% de progression à 200%. On est vraiment sur les chiffres faramineux. Les spéculateurs en profitent à plein régime. Eh bien, le jour où ces peuples européens, on l'a vu avec les gilets jaunes, pour une question d'essence, vont commencer à sentir la facture très lourde et la difficulté de se chauffer, puisque ça va être prévu l'hiver qui arrive, et surtout de manger normalement, le jour où la paupérisation va s'installer, à ce moment-là, une fois que les ventres commencent à se vider, les esprits sont échauffés. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a que de l'émotion, et je pense que la solidarité ukrainienne va commencer à prendre un coup. C'est-à-dire que ces Ukrainiens qu'on a accueillis à grand renfort de publicité, d'ouverture d'écoles, d'appartements donnés gratuitement et gracieusement, parce que l'Ukrainien, semble-t-il, est une race un peu supérieure aux Syriens qui étaient réfugiés de guerre, eh bien, ce jour-là, il y aura effectivement des mouvements sociaux violents qui risquent de pousser les autorités à commencer à réfléchir. Et à côté de ça, comment faire en sorte que la guerre s'arrête? D'abord, il faudra arrêter ce qui alimente la guerre, à savoir les États-Unis, qui profitent à plein régime d'un endettement, parce qu'on ne parle pas de la dette ukrainienne abyssale. On ne donne pas des armes aux Ukrainiens. On leur vend des armes et on leur prête de l'argent pour les endetter éternellement. C'est ça la méthode américaine. C'est on alimente la guerre, on vend les armes, on en profite à plein régime. Toutes les firmes américaines sont ultra sponsorisées, enfin, ce sont les sponsors de ces guerres, donc ultra favorisées par rapport à ça. C'est elles qui décrochent tous les marchés, parce que ce sont les marchés, on peut le dire. Et effectivement, l'économie américaine qui commence un petit peu à ralentir va se relancer grâce à la faveur de cette explosion de la demande littéralement de l'Europe en armement dont ils n'ont pas besoin en vérité, et des Ukrainiens pour aller sur une guerre qu'ils vont perdre. Donc comment faire pour que cette guerre s'arrête? Il faudrait qu'effectivement les populations, et c'est bien de le rappeler avec Michel Collomb le rappelé à l'instant, que les populations se conscientisent, apprennent qu'il y a des manipulations grossières, on les voit, apprennent qu'effectivement ceux qui tirent les bénéfices de tout cela ne sont pas les petits peuples, mais effectivement les grandes firmes internationales qui ne sont même pas européennes mais américaines, parce que je ne crois pas que les Français vont vendre beaucoup de rafales à l'Ukraine. Et surtout de se rendre compte que les buts de guerre ne sont pas des buts louables. On n'est pas dans la morale politique. Ça n'existe pas d'ailleurs la morale en politique. On est dans des principes simplement et bassement économiques. Comment faire main basse sur les capitaux, les quelques capitaux qui vont rester à l'Ukraine, sur une Allemagne qui va perdre 100 milliards dans un moment qui ne servait à rien, alors que jusqu'à présent tout se passait bien avec l'Est, et sur des pays comme le reste de l'Europe qui vont commencer à se fragiliser économiquement. Les deux grands pays européens industriels, c'est l'Allemagne et l'Italie, c'est les deux grands pays les plus impactés par rapport à cette crise. Donc c'est la panique généralisée par rapport aux opérateurs, mais c'est vrai que les États-Unis applaudissent demain. Ils n'ont plus la concurrence allemande parce qu'elle va s'affaiblir, voire disparaître peut-être, qui sait.
Ils ont évidemment pas de concurrence française, qui n'y a quasiment plus d'industrie à part l'industrie militaire, et la concurrence italienne est restée marginale. Donc c'est vrai que les États-Unis vont tirer leur impact du jeu en alimentant une guerre qui va durer très longtemps, parce que l'objectif américain, c'est d'épuiser la Russie comme ils l'ont fait en Afghanistan, en oubliant par là même d'ailleurs que les Russes d'Afghanistan ne sont pas les Russes d'Ukraine, puisqu'en Ukraine, il y a quand même 50% de la population qui leur sont favorables, contrairement à l'Afghanistan, et surtout parce que la Russie s'est depuis renforcée. Donc c'est vrai que les États-Unis jouent cette carte du pourrissement, tout en rappelant, et c'est ça qui est intéressant dans le discours, il faut écouter Biden, parce que les gens n'écoutent pas en anglais. On n'a que les experts français à dessous qui nous expliquent que l'Ukraine va gagner la guerre, mais Biden ne parle absolument pas de soutien direct à l'Ukraine, c'est faux. Il n'en a jamais parlé, à telle enseigne que même Zelensky, dont on dit qu'il est un acteur, passe son temps à prendre la parole et dire des bêtises monumentales à chaque parlement dans lequel il va. Je prends l'exemple très concret d'un pays pour lequel j'ai aucune sympathie, Israël. Il a osé la carte de la Shoah avec Israël. C'était quand même assez formidable. C'était très mal vu, très mal pris. Et évidemment, Israël n'a aucun intérêt à se brouiller avec les Russes parce qu'ils sont en très bon terme avec la Russie. Et bien, ils ont dit que Zelensky a commis une faute. Et c'est vrai qu'on l'entend. Il parle de Verdun en France, il parle de Dunkerque aux Anglais. Enfin, il fait feu de tout bois. Mais Zelensky n'est pas un homme très sérieux, mais en substance, c'est vrai qu'il est tenu par des groupes de pression et que si jamais demain il compose ou il essaie de négocier avec la Russie, il y a fort à parier qu'il finira comme Kennedy. Gamal Abina, une dernière question avant de se poser. J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est tellement important. Oui, allez-y, Michel Collomb. Il faut trouver le moyen de lier la nécessité d'un mouvement anti-guerre au vécu quotidien des gens chez nous. Et donc, je pense qu'il faudrait proposer un mouvement de refuser de payer l'énergie, de ne pas payer. Ça commence à se développer dans certains pays. Il faudrait un vrai mouvement populaire. On ne paye pas tout simplement. Et je crois qu'on devrait le combiner avec le boycott de certaines firmes des États-Unis qui tirent profit de la guerre en Ukraine et de certaines firmes européennes qui collaborent avec ça. BDS, c'est un mouvement extrêmement efficace contre Israël. Donc, retenons la leçon et essayons que les citoyens puissent faire des actions simples, puisqu'on ne demande pas leur avis, pour qu'ils donnent leur avis en disant « je ne paye pas ». D'accord, très bien. Merci, Michel Collomb. Alors, avant de passer la parole au professeur Ndengue qui nous a rejoint pour peut-être analyser aussi, donner son point de vue sur ce sujet avant de sortir et passer à la seconde thématique, j'aimerais rebondir, Gamal Abina, avec vous sur ce que disait Michel Collomb tout à l'heure lorsqu'il évoquait, justement, évoquant le rôle que jouerait Zelensky. Il a dit, Michel Collomb, en passant, il a parlé de son T-shirt. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, est-ce que dans ce contexte de guerre, de conflit en Ukraine, son image à lui, je parle bien sûr de Volodymyr Zelensky, est-ce que son image, l'image qu'il renvoie, est-ce que cela a une signification particulière dans ce contexte? Je parle bien sûr de son style vestimentaire, ses T-shirts, et même sa gestuelle, Gamal Abina. La gestuelle est étudiée comme celle d'un acteur, il n'y a aucune surprise là-dessus. Hein. Il faut se rappeler, les gens ont oublié d'où vient ce monsieur, c'était quand même un comique. Donc, quand on parle du statut comique, on arrive à cette position de chef d'État, c'est très particulier comme grand écart. Mais la gestuelle est étudiée, tout comme d'ailleurs ces t-shirts assez ridicules. Hein. Ça rappelle un peu les t-shirts israéliens d'ailleurs, cette façon un petit peu débonnaire de se balader avec un t-shirt pour montrer qu'on n'a pas peur et qu'on est un vrai militaire finalement, mais il n'est pas du tout militaire, c'est juste un type qui fait de la mise en scène. D'ailleurs, c'est tellement maladroit et tellement malvenu qu'il a même réussi à faire la couverture d'un magazine de mode, ce qui est quand même très très grave. Parce qu'il y a quand même son peuple qui meurt, et lui, pendant ce temps-là, il joue Marilyn Monroe avec sa femme. J'ai pas trop aimé cette séquence qui était assez violente, à mon sens, parce qu'on parle d'un pays en guerre, on parle de massacre, on parle de morts, on parle des morts des deux côtés. Hein. Donc ça, c'est choquant. Par contre, oui, il y a une chose importante que vient d'évoquer Michel Collomb, et je le remercie d'ailleurs pour cela, parce qu'effectivement, je soutiens vraiment de façon très claire BDS par rapport à ça. BDS, ça veut dire boycott, des investissements, sanctions. C'est une action de boycott contre Israël, qui est une action pacifique. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'inscrire dans une logique de boycott du paiement de l'énergie, puisque c'est devenu excessivement cher et c'est pas acceptable qu'on subisse ça, pour une guerre qu'on n'a pas réclamée et pour un conflit dont on voudrait voir le bout et que personne ne veut voir à son terme. Je travaille assez régulièrement avec RT France, vous le savez déjà, RT Arabique, et ils ont été boycottés aussi. Étrangement, là, ça ne pose pas de problème. La démocratie, les droits de l'homme, la liberté de la presse, c'était absent. Et surtout, RT France, ça m'a choqué parce qu'RT France, c'est pendant 3 ans que j'ai bossé avec eux, je suis très copain avec toute l'équipe. J'ai jamais vu un discours pro-poutinien ou pro-russe. Je vois un discours où effectivement il y a des pro-russes, mais aussi des anti. Il y a des pro-Macron, des anti-Macron. C'est une chaîne qui était équilibrée. Et donc la question de l'image, puisque vous évoquez l'image de Zelensky, c'est une question qui est importante parce que c'est Goebbels qui avait repris en cela
bernaise, donc la propagande d'État, c'est une question qui dit quoi? Qui dit que par l'image, on sera capable d'influencer la population. On l'a vu avec Boutcha, on le voit avec ces séquences avec Zelensky et sa femme qui se montrent un couple sympathique et tout. On voit très peu de morts, hein, finalement, côté ukrainien. On voit juste des villes détruites quand il y a un conflit qui est, une fois qu'ils ont repris une ville, mais en général, c'est destruction d'un combat qui est lié entre les Russes et les Ukrainiens. Mais on a vu une séquence très intéressante, d'ailleurs très importante. Voilà, on parle d'image, qui a été déconstruite par un journaliste français qui a eu ce courage, je pense qu'il ne va pas rester longtemps à la télévision française, qui a analysé une séquence de reddition de soldats russes face à des militaires ukrainiens, tous encagoulés, bien équipés. Et il expliquait, et c'était intéressant, si je fais un peu de réalisation, que la caméra est tellement parfaite, la mise en scène, le plan, le cadrage, la lumière, les soldats tous bien équipés, ces soldats russes qui se rendent en bon ordre, avec une façon de se faire humilier, tout cela pour dire qu'il avait des doutes quant à la véracité de ces images. Eh bien, on est en propagande de guerre, que ce soit côté russe d'ailleurs ou côté ukrainien, la propagande joue à plein régime et l'image principale qu'on a de cette propagande, c'est l'opposition, parce qu'on s'imagine que c'est une guerre entre Poutine et Zelensky, de deux hommes qui se préfrontent. Pas du tout. Il y a deux systèmes qui s'affrontent, il y a deux idéologies, il y a deux logiques, et j'ai envie de dire qu'à la limite, Poutine, si jamais l'espoir européen, s'il était assassiné, ben, ce qui vient derrière, c'est pas forcément plus sympathique. Hein. Ce sont des gens qui sont assez radicaux. On voit le discours de Medvedev qui est très, très rentre-dedans. Il y a tout un tas de militaires et d'hommes politiques en Russie qui, s'y prennent la place de Poutine, seront beaucoup plus radicaux que l'a été Poutine. Donc c'est vrai que cette façon de caractériser le rapport ukrainien, d'un côté Zelensky avec ses t-shirts kaki et de l'autre côté Poutine avec ce costume un peu rigide, c'est une façon de montrer que d'un côté on a un dictateur vraiment très strict et de l'autre côté on a un homme sympathique, cool, qui marche dans la rue à la détente. Mais tout ça c'est la mise en scène, il n'y a rien de sérieux dans les faits, et les faits sont têtus. Il y a une guerre en Ukraine, il y a une reprise de l'activité russe qui va faire une contre-offensive dans les jours qui viennent, on le sait, et ce sera un vrai bain de sang malheureusement parce que personne ne veut aller sur le théâtre de la négociation. Gamal Abina pour tous ces éclairages. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir également le professeur François Ndengue qui nous a rejoint en direct. Bonjour à vous, professeur François Ndengue. Merci de nous retrouver en direct dans le cadre de cette édition de Géopolitique internationale. Alors, professeur, on évoque ce matin encore la guerre que certains qualifient déjà de sans fin finalement entre d'un côté la Russie et l'OTAN, ou si on veut de façon très concrète la Russie, Moscou et Washington. Et dans ce sens-là, vous avez plusieurs fois réitéré en direct sur les plateaux et même dans vos différentes analyses, vous avez dit que le président Vladimir Poutine pourrait être considéré comme celui-là même qui pourrait finalement avoir le prix Nobel de la patience si jamais ce prix existait. Alors, comment comprendre que malgré cela, d'un côté, l'attitude du président Vladimir Poutine, cette guerre finalement s'avère sans fin? Est-ce qu'on peut comprendre cela dans le sens ou le contexte de l'affirmation d'un penseur ou d'un philosophe très connu qu'on connaît tous, Sigmund Freud, qui avait déclaré, un jour il avait dit, je cite, l'homme n'est pas cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il ne se défend que lorsqu'on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Est-ce que finalement on pourrait avoir le sentiment quelque part que cette phrase-là, cette déclaration caractérise un tout petit peu les États-Unis? Les États-Unis, je vous remercie. Et d'abord, je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Oui. Et je salue mes chers collègues, M. Gamal Abina et M. Michel Collomb. Ce que vous venez de dire pour caractériser les États-Unis, les États-Unis se caractérisent, c'est leur histoire qui est ainsi, par une brutalité qui a toujours été démontrée en toutes les circonstances. Nous vivons un moment extrêmement douloureux pour la paix dans notre planète Terre, et je remercie les deux premiers intervenants pour ce que j'ai entendu jusqu'à présent, qui montrent qu'ils sont des hommes qui cherchent la paix. Et actuellement, nous devons rechercher la paix. La paix sur le continent européen, un continent qui nous a déjà produit 2 guerres mondiales, qui étaient en fait des guerres européennes, mais qui ont eu une dimension mondiale. Nous sommes aujourd'hui dans un moment extrêmement délicat. Et vous avez caractérisé les États-Unis, je ne reviens pas sur cette pensée que vous avez donnée, et vous avez cité ce que j'avais déjà dit en suggérant que le président Poutine pourrait avoir le prix Nobel de la patience. 2 événements récents viennent de le prouver encore.
vous avez eu l'acte de terrorisme sur les pipelines russes. Vous avez eu, avant-hier, un second acte de terrorisme sur le pont sur la Crimée. J'ai déjà mentionné, pour ce qui me concerne, près de 15 cas qui, chacun, constitue un acte de guerre, un acte de déclaration de guerre. Je peux citer le cas, y compris par les États-Unis d'Amérique, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont derrière tout ça. Pour moi, le gouvernement ukrainien n'existe plus. C'est démontré factuellement. Le gouvernement ukrainien est aux mains des États-Unis d'Amérique. Ils sont devenus une colonie américaine, comme d'ailleurs la plupart des pays, l'ensemble, pas la plupart, des pays de l'Union européenne, mais pour le cas de l'Ukraine, c'est très évident. C'est une colonie américaine, colonie politique, colonie militaire, et tous ces actes de sabotage, de terrorisme, qui sont menés contre des infrastructures civiles, il faut bien le rappeler. Et les États-Unis ont initié le terrorisme que l'on dit soi-disant islamique en armant les Moudjahidines en Afghanistan, en étant amis avec Ben Laden au début, croyant qu'ils s'amusaient, qu'ils allaient faire du mal, qu'ils allaient tuer les Russes. L'affaire s'est retournée contre eux face aux attentats du 11 septembre 2001. Ils viennent d'initier une nouvelle sorte de terrorisme en sabotant d'abord les pipelines russes et maintenant en commanditant, parce que pour moi, il n'y a pas de doute, cet acte n'aurait jamais pu se faire si les États-Unis n'avaient pas donné leur OK. Donc nous sommes là en face d'actions qui caractérisent l'action des États-Unis, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, que je ne confonds pas avec le peuple américain. Encore une fois, et je ne suis pas anti-américain en disant cela, je crois qu'il faut se dire certaines vérités. Et notre faiblesse en notre temps, c'est que nous, en les temps où nous vivons, c'est que les gens ne disent pas de vérité, ou bien nous sommes submergés par des opérations de mensonges. Et je crois que nous avons la chance d'avoir ici M. Michel Collomb, qui s'est fait un des spécialistes de nous instruire pour distinguer ce qu'il a appelé très justement les médias mensonges. Nous sommes actuellement submergés par ces mensonges, du fait par ce qui oblige à avoir un effort pour dire la vérité, pour que l'interstice de voix, l'interstice de parole qui permet qu'on avance un rayon de vérité coexiste. Alors revenons sur les États-Unis d'Amérique, parce que nous devons chercher la paix. Toutes les forces aujourd'hui doivent être mobilisées pour chercher la paix. Et c'est pourtant que l'Afrique a la possibilité de jouer ce rôle. Je suis désolé de constater qu'en Afrique, nos dirigeants ne prennent pas la pleine mesure de l'importance que le continent a et peut peser pour apporter la paix. Ce n'est pas un continent qui doit toujours subir ou un continent qui doit être influencé, auquel le gouvernement, le Congrès américain vote des lois pour interdire de faire des affaires avec la Russie. Ce n'est pas un continent qui doit se laisser faire. Le continent africain doit venir avec des propositions de paix. Et quelles seraient ces propositions? Moi, j'ai quelques idées là-dessus. Si, dans la suite, on pourra les détailler. Mais la première idée, c'est l'idée de vérité. Et la première idée de vérité, pour moi, c'est de constater que l'OTAN est la principale force de guerre dans le monde. La paix, et Kant l'avait déjà écrit dans son livre sur la paix perpétuelle dans le monde, la paix doit être une histoire régionale. L'OTAN, par sa dimension internationale, le concept même d'atlantisme est un concept qui va contre la paix. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je suis un soutien, je l'ai toujours affirmé, du projet de l'Union européenne. Pour moi, le projet de l'Union européenne est un de notre culture humaine. L'Union européenne, les Européens sont des gens qui ont été extrêmement créatifs et leur contribution au monde en s'unissant pouvait nous faire avancer sur le chemin de la paix. Hélas, le concept d'atlantisme a tout bousillé. Et on voit aujourd'hui que l'Union européenne, devenue une colonie, des vassaux, il n'y a pas un seul pays européen qui échappe à cela. Des vassaux des États-Unis d'Amérique sont en train de s'enfoncer vers la guerre. L'Union européenne,
Si vous additionnez les populations, ces populations sont 5 ou 6 fois plus importantes que la population de la Russie. Si vous additionnez la richesse, c'est une richesse qui est peut-être 5 fois en termes relatifs au PIB, parce que sur le concept de richesse, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais disons, maintenant, nous, en ce qui concerne le PIB, ce sera 5 ou 6 fois plus important que la Russie. Ça veut dire que même au cas où la Russie serait une menace pour l'Europe, les Européens unis pour une défense européenne pourraient faire face. Mais l'élément perturbateur, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique sont dans un hémisphère, ils devraient rester dans leur hémisphère. Et d'ailleurs, je vous ai rappelé la dernière fois le discours du 2 décembre 1823 du président Monroe, qui non seulement expulsait les Européens du continent américain, du nord au sud, et expulsait, je dis bien expulsait. Si vous relisez son discours, dans son discours, il parle encore de puissance européenne. Ça veut dire qu'à ce moment, l'Europe avait encore de la puissance, puisque même le continent américain, l'Europe avait encore des colonies. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Monroe a expulsé les Européens de l'Amérique et aujourd'hui, les Américains se sont imposés pour coloniser l'Europe et entraînent l'Europe dans une guerre qui est destructrice, y compris pour les Européens. Donc, la première chose, à mon avis, tant que l'OTAN existera, les Européens seront des esclaves, ou bien, peut-être ce mot est exagéré, seront des colonies américaines, et les Européens ne pourront pas construire leur propre force militaire alors qu'ils ont toutes les capacités intellectuelles, scientifiques, technologiques, humaines, industrielles. Ils ont toutes ces possibilités pour se construire à eux une force militaire, à la limite, pour contrebalancer la Russie. Moi, je ne serais pas opposé. Mais l'élément américain est un élément de guerre. Et on ne peut pas se voiler. Il est impossible d'avoir la paix si l'OTAN n'est pas démantelée. Et enfin, je dis ceci. L'OTAN, si on veut vraiment la paix sur cette terre, l'OTAN est le premier obstacle à la paix. Le pacte de Varsovie a été créé après l'OTAN. Et l'OTAN continue d'exister après le pacte de Varsovie, ce qui est une aberration. L'OTAN fait la guerre en Europe, va provoquer les Chinois à Taïwan, et même les Africains qui sont, je ne sais pas qui les conseille, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, qui sont en train de vouloir travailler avec l'OTAN. L'OTAN n'a rien à faire sur le continent africain. L'OTAN, le concept d'atlantisme est un concept qui est par lui-même un concept de guerre. Si on n'attaque pas le mal à la racine, le mal reviendra d'un autre jour. On a poussé le président Poutine à la guerre malgré près de 8 années de patience, malgré toutes les propositions de paix qu'il a appuyées, malgré tout ce qu'il a fait et malgré les provocations de guerre dont je viens de guerre. Je veux dire, j'ai identifié, je vous dis, plus de 15 actes qui sont chacun, si l'on avait fait ces actes contre les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique auraient déjà, si vous inversez la position, si la position russe était la position américaine, je vous assure que le monde entier serait déjà embrasé. Espérons que le président Poutine continuera avec cette maîtrise. Espérons que, pas seulement lui, parce qu'il ne faut pas, personnaliser les choses. Le gouvernement russe et les dirigeants russes, j'espère qu'ils maintiendront le sang-froid et qu'ils continueront de mener ce qu'ils ont appelé une opération de guerre. Peut-être que ça va se terminer, puisque maintenant nous sommes sur le territoire russe, avec une certaine modération, parce que sinon, il y aurait un embrasement de l'Europe, et je ne suis pas sûr que les Européens gagneraient à ce jeu, ni même les Américains. Quant à nous, Africains, j'attends la proposition africaine de paix. Les dirigeants africains ont la possibilité de se faire entendre. L'Afrique, ce n'est pas n'importe quoi. L'Afrique, c'est le continent central sur cette terre. L'Afrique, c'est bientôt 2 milliards d'habitants. Et avec un potentiel de richesse, un potentiel de proposition que le monde ne peut pas ignorer. Merci. François Ndenge, merci pour toutes ces explications, puisque vous avez d'ailleurs embrayé sur les actes que doivent poser l'Afrique ou les Africains, justement pour faire face aux États-Unis, mieux à l'OTAN.
Nous allons d'ailleurs sans transition passer à notre seconde thématique de cette matinée. Nous allons évoquer la